Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec l'ensemble de l'opposition politique. Au menu de cette rencontre, le projet de loi portant réforme de la commission électorale indépendante. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a pris fin. Des experts dans le domaine de la défense et de la protection ont planché sur le thème la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. Hausse du CO2 dans l'atmosphère terrestre, le phénomène inquiète. Il inquiète parce qu'il ne se limite pas au réchauffement climatique. Il constitue aussi une menace directe pour la production agricole qui va subir une baisse significative de certains nutriments contenus dans les végétaux. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont échangé sur les relations de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la France. Il faut noter par ailleurs que la France, surtout la force française, la licorne en Côte d'Ivoire, à partir de l'année prochaine, va constituer une base pour la France dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Jérôme Kofi Aboulin. Le ministre français de la Défense au palais présidentiel, juste après son arrivée en Côte d'Ivoire pour y rencontrer le président Alassane Ouattara ce vendredi 9 mai 2014. Avec cette rencontre, Jean-Yves Le Drian entame ainsi l'étape ivoirienne dans le cadre d'une tournée africaine. Aussi bien pour lui que pour le président de la République Alassane Ouattara, les échanges qui ont eu lieu entre 18h et 19h ont été l'occasion d'évoquer le renforcement de la coopération, surtout militaire, entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que cette visite nous permette de faire le point, d'avancer sur un certain nombre de dossiers. Nous avons envoyé à l'Assemblée nationale l'accord de partenariat de défense qui sera examiné dans les toutes prochaines semaines. Et par conséquent, nous avons là donc un outil pour le renforcement de la coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de réorganiser notre dispositif militaire sur l'ensemble de la région, avec pour objectif principal de permettre à ce que la lutte contre le terrorisme puisse se déployer. Et nous avons décidé, je vous en ai informé, de transformer la présence à Abidjan de l'opération Licorne en une base opérationnelle avancée et qui prendra effet à partir du 1er janvier prochain. Par ailleurs, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que le président français, François Hollande, serait très prochainement en Côte d'Ivoire. Et cela dans le cadre d'une visite officielle, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Et un reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Autre sujet ouvert mardi dernier, le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a pris fin. Des experts dans le domaine de la défense et de la protection ont planché sur le thème la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. Le ministre de la Défense, Paul Kofi, a animé une conférence de clôture au cours de laquelle il a rassuré les experts quant aux dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour faire face à ce phénomène. Abou Sanogo. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure s'est achevé ce jeudi par une conférence. Les questions portaient essentiellement sur la thématique et le déroulement de ce salon. Se prononçant sur le thème, la piraterie maritime et la gestion des catastrophes, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a donné des assurances. Il a soutenu que la Côte d'Ivoire a un dispositif pour traiter de cette question. Le président de la République a perçu, n'est-ce pas, la menace, et nous avons, en ce qui nous concerne, pris les dispositions pour renforcer l'outil de la marine nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acquérir une quarantaine d'embarcations pour montrer, n'est-ce pas, notre présence sur les eaux, au niveau du port, mais surtout sur le front maritime, afin d'éviter l'entrée et, n'est-ce pas, la perturbation de ce phénomène. Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile de la République de Haïti, invité d'honneur de ce salon, Henri Patrick a rappelé les conséquences de la catastrophe naturelle qui a secoué son pays le 12 janvier 2010. Il a invité les États africains à prendre des dispositions pour éviter de tels drames.
Quant aux exposants, ils se disent satisfaits de l'organisation. On a pu faire des échanges avec les décideurs, les intervenants de terrain, les gens qui sont concernés par la sécurité au premier lieu, avec des citoyens et également échanger avec d'autres exposants avec qui on peut faire un échange d'expertise. Bon, vraiment, on est très satisfait. L'organisation a été très impeccable et on a vu tout le corps représenter ici toutes les grandes sociétés. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a enregistré la participation de 20 pays avec plus de 3000 visiteurs, une soixantaine de stands et un nombre important de ministres. Le président du Parlement du Congo, Justin Koumba, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a été aussi reçu par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Les deux hommes ont échangé sur la 22e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra à Brazzaville en même temps que la conférence des parlements de haut niveau sur le changement climatique. Gabriel Zané. Le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a reçu ce vendredi Justin Koumba, le président de l'Assemblée nationale du Congo. Présent à Abidjan pour l'ouverture de l'ambassade du Congo, Justin Koumba a saisi l'occasion pour s'entretenir avec son homologue de la tenue prochaine à Brazzaville de deux événements majeurs pour le monde de la francophonie. À Brazzaville, il va se tenir la 22e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. Et en même temps, il y aura la conférence de parlementaires de haut niveau sur les changements climatiques, le 25 au 28 de ce mois. Donc, il nous a paru tout à fait naturel de venir en parler au président Guillaume Soro pour lui faire part des perspectives de ces deux rencontres. Deux rencontres importantes et deux paris d'organisation que doit relever le Congo. L'aide et le conseil de ce royaume seront les bienvenus. Pour rappel, Abidjan avait accueilli du 9 au 12 juillet 2013 la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, hier vendredi, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec l'ensemble de l'opposition politique. Au menu de cette rencontre, le projet de loi portant réforme de la commission électorale indépendante. Léon Brou. De 15h à 16h30, soit 1h30 d'échange entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et l'ensemble des partis politiques de l'opposition pour un début de consensus autour de la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI. En témoigne la satisfaction de l'opposition qui se réserve toutefois le secret des rencontres politiques. Il y a plusieurs points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, c'est évident. On ne va pas les exposer ici et recommencer la réunion devant vous. Notre but, ce n'est pas absolument de faire triompher notre point de vue individuel, c'est pas cela. C'est de faire savoir qu'il existe des opinions qui sont différentes de celles du gouvernement. Nous devons déjà saluer cette rencontre initiée par le ministre d'État et qui ouvre la possibilité d'échanger sur un projet de loi aussi important pour la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre d'échanger et nous espérons que les résultats nous permettront de faire avancer le dossier. À cette rencontre où le FPI est représenté dans le cadre de l'AFD, Alliance des forces démocratiques par le président du PIT, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a expliqué que sa démarche ne peut aboutir à la modification du projet de loi car déjà adopté par le gouvernement. Toutefois, a précisé le ministre d'État, il s'agit de connaître les observations des partis politiques pour leur prise en compte lors des débats parlementaires. Les débats au Parlement nous offrent l'opportunité, par des amendements, de faire évoluer le texte. Donc ces débats m'ont personnellement enrichi. L'intérêt, le but, c'est d'avoir un texte qui soit le plus consensuel possible. Ces échanges que les deux partis conviennent de poursuivre se tiennent en prélude au passage prochain du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au Parlement pour soutenir la réforme de la CEI, un projet qui prévoit 13 membres à la commission centrale de l'institution contre 31 auparavant. Autre information, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à Abuja au Nigeria pour représenter le président Alassane Ouattara au Forum économique mondial sur l'Afrique, forum consacré
au développement de l'Afrique avec pour thème de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Après avoir participé à cette rencontre de haut niveau, meublée de panels et d'audience, le Premier ministre est rentré hier à Abidjan et il nous fait le point de sa mission. C'était important qu'on y soit, en ce sens que, d'abord, vous savez, le Nigeria a été déclaré comme premier pays africain en matière donc, de produits intérieurs bruts, avant donc l'Afrique du Sud. C'était important qu'on y soit et surtout, comme on l'avait indiqué le président de la République, c'est aussi un acte de solidarité, puisque vous savez qu'il y a eu les incidents de Boko Haram. Nous avons rencontré un certain nombre de bailleurs de fonds, notamment donc, le groupe de la Banque mondiale. Et surtout, je crois qu'une bonne partie de nos activités, disons que, a porté sur disons que la rencontre avec le secteur privé, disons que africain et international. Il y a une série de bonnes nouvelles, si je puis me permettre. C'est surtout avec le secteur privé, fondamentalement, où un certain nombre d'entreprises ont décidé d'avoir leur siège à Abidjan, comme le groupe japonais Mitsui, et aussi qui nous a indiqué qu'ils souhaiteraient faire une unité de 10 000 tonnes de mayonnaise ici à Abidjan, sous réserve bien sûr que nous puissions régler les problèmes de fourniture d'œufs et disons que de soja. Et comme ces choses-là peuvent être produites sur place, donc ça peut donner des perspectives pour des créations d'emplois ici. On a rencontré d'autres entreprises. Le 24e Forum économique mondial sur l'Afrique, réunissant des leaders régionaux et mondiaux, aura connu un franc succès selon le Premier ministre, malgré les incidents de Boko Haram. Ce qui est important, ce que je voulais retenir de manière globale, ça a été un succès. Les gens voulaient empêcher donc, le Nigeria d'organiser un tel élément. Je parle donc de Boko Haram, mais je crois que les gens sont allés nombreux, tant au niveau institutionnel qu'au niveau du secteur privé et au niveau donc, des chefs d'État et de gouvernement. Et c'était une réussite. Le Nigeria a fait un gros travail. La qualité de l'accueil, la qualité donc des travaux a fait que ce sommet, disons que cette rencontre a été une réussite. Nous avons été heureux avec les ministres qui étaient avec nous, l'équipe qui nous accompagnait. On a fait tous un grand travail là-bas pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Le Forum économique mondial sur l'Afrique, surnommé le Davos africain, est une institution internationale créée en 1971. Il est consacré au développement de l'Afrique. Et c'était un reportage de Sidodi Davila et Herman Nyamia. Nous vous le disions, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était au Nigeria pour participer au Forum économique mondial sur l'Afrique consacré au développement de l'Afrique. À la cérémonie de clôture, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a dit que la Côte d'Ivoire entend saisir toutes les opportunités pour son développement. Envoyé spécial pour RTI 1 au Nigeria, Hugues Hervé Blé. La Chine va investir 20 milliards de dollars en Afrique. L'annonce du Premier ministre chinois Li Keqiang a réjoui de nombreux participants du Forum économique mondial. La Côte d'Ivoire compte capter une part importante de cet investissement. Présent à Abuja, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a dit la volonté de son pays de capter également les financements des partenaires au développement et d'institutions comme la Banque mondiale et la BAD. L'éléphant d'Afrique qui est de retour entend aussi réaliser son développement avec le secteur privé. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a invité les investisseurs à saisir les opportunités qu'offre la croissance en Côte d'Ivoire, pays qui veut être la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et son marché de 300 millions de consommateurs. Là-bas, on a regardé la possibilité d'avancer la production comme le produit comme la mayonnaise, qui est une opportunité en première étape. La deuxième, c'est très important, c'est de faire les inversions dans l'agriculture, l'infrastructure. Et pour nous, de produire, c'est aussi, ça veut dire aussi de tirer d'autres sociétés, les petites sociétés, les grandes sociétés dans l'agriculture, pour fournir les produits à nous. Et ça, c'est une opportunité énorme pour tout le monde. Autre voie pour déserroyer ce pays formidable. On a investi dans les dernières 2 années déjà 30 millions. Grâce à vous et la coopération, et on est en train de discuter dans l'année prochaine déjà une autre 20 millions. Au cours des nombreuses rencontres bilatérales qu'il a eues, le Premier ministre s'est voulu rassurant sur les réformes institutionnelles et autres actions entreprises par le gouvernement, message bien perçu par ses hôtes.
On est en train d'effectuer le projet IGOV et le projet de fibre optique. Et puis, mais c'est juste une petite partie de notre activité en Côte d'Ivoire. Mais on espère travailler davantage avec le gouvernement dans les autres domaines. Le Forum économique mondial sur l'Afrique, organisé à Abuja, s'est achevé ce vendredi après 3 jours de travaux. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et de la communication. Des professionnels qui ont été formés pour accompagner efficacement le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a félicité l'ensemble de la presse pour son implication dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le compte rendu complet de la rédaction ce soir à 20h. Tout à fait autre chose, la localité de Kouakro, dans le département d'Aboasso, a désormais son centre de santé urbain. Raymond Godou Kofi, la ministre de la Santé, a procédé à l'inauguration de cette infrastructure sanitaire hier vendredi en présence des autorités administratives et traditionnelles de la région. L'ouvrage aura coûté plus de 68 millions de francs CFA. Thérèse Yoboué. Ce matin, je suis dans une très grande joie. Après plusieurs années, il fallait ça parce que les dames pour accoucher, il fallait se déplacer jusqu'à Maféré, ce qui n'était pas évident. Souvent même on les envoyait jusqu'à Boisseau et pour des cas difficiles d'accouchement, souvent la maman on perdait la mère ou souvent on perdait l'enfant. Fini les longs trajets pour les populations de Kouakro, localité située dans le département d'Aboasso, pour recevoir les soins de santé primaire. Le village vient de se doter d'un centre de santé urbain. Coût de l'ouvrage, environ 69 millions de francs CFA. L'infrastructure sanitaire a été inaugurée par Raymond Godou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Une des politiques du gouvernement, c'est surtout de mettre à la disposition des populations des infrastructures sanitaires de proximité. Le président l'a promis et il a demandé bien sûr l'accompagnement des Ivoiriens. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, c'est un plaisir pour moi en tant que ministre de la Santé et de la lutte contre le sida d'aller vers les populations, d'inaugurer ces centres de santé. Le centre de santé de Kouakro a une capacité de 6 lits. Il comporte toutes les commodités sanitaires. Et une fierté pour le président du conseil régional qui a basé sa politique de développement sur 2 axes. L'éducation, mais surtout la santé. Pour nous, c'est l'accomplissement de la mission nous transférée par le gouvernement. C'est une réponse à cette formule qui dit que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la santé. Nous avons essayé de contribuer à cela. Il a fallu 30 ans pour que le centre de santé de Kouakro soit enfin livré à la population après maintes difficultés. Le centre étant inachevé, on a lutté ensemble. Aujourd'hui, mes vœux et les vœux du président se sont réalisés, que les populations puissent désormais se soigner convenablement. Un lot d'équipements a été offert par le ministre de la Santé pour aider au fonctionnement du centre de santé de Kouakro. Un reportage de Thérèse Tapé-Yobouich. La Fondation internationale Soroki Bafori-Guillaume poursuit ses actions sociales en faveur des personnes démunies. Elle a marqué une halte à Boisflé où plus de 400 personnes ont été opérées de la hernie et 2000 autres personnes vaccinées contre la méningite. Kwasi Mamadou nous en parle. Après Azopé le mois dernier, la caravane de la solidarité de la Fondation internationale Soroki Bafori-Guillaume a marqué une halte ce vendredi à Boisflé. Ici, ce sont près de 250 personnes qui ont bénéficié gratuitement de la cure hernière. La population a reçu gracieusement 1000 doses de vaccins contre la méningite. Ici également, les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction ont tous été vaccinés gratuitement. Et 5 d'entre eux, atteints de la hernie, ont été pris en charge. Après la prison, il y a la vie active. Et donc, on ne veut pas d'une population incarcérée qui vienne à la vie active avec des maladies. Donc, nous pensons qu'il faut apporter des soins dans ce domaine-là pour leur permettre, au sortir de la prison, d'être aptes à participer à l'émergence de ce pays. Le vice-président de la Fondation internationale Soroki Bafori-Guillaume a rappelé également que les actions visent à soulager les couches vulnérables, surtout le monde rural, afin qu'elles puissent contribuer véritablement au développement de la Côte d'Ivoire.
Une initiative saluée par les autorités administratives et municipales du département de Bois-Flé. Elles ont exprimé la gratitude des bénéficiaires à la fondation. Après Bois-Flé, la ville de Mans, prochaine étape de la caravane qui va sillonner toutes les localités de la Côte d'Ivoire. L'amicale des institutrices de l'inspection de l'enseignement primaire Korogo 1 s'engage dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et pour la scolarisation de la petite fille. Elle a mené une campagne d'information et de sensibilisation à Guiambé, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. La scolarisation de la jeune fille, la participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire sont les thèmes autour desquels les institutrices de l'inspection de l'éducation nationale IEP1 de Korogo se sont célébrées à Guiambé. Sachez qu'au cours de l'année scolaire 2012-2013, il y a eu 59 filles engrossées de CE2. 657 de cas de grossesse en général au secondaire et au primaire. C'est trop Un cri de désespoir, Rankcheripar Koulibaly Natogoma, premier adjoint au maire de Guiambé, représentant le premier magistrat de la commune, le colonel-major Issa Koulibaly, parrain de la cérémonie. L'autorité communale a invité les parents d'élèves, les formateurs et les gouvernants à protéger par tous les moyens les jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Quant au sous-préfet de Guiambé, Zéré Cyril Léon, il a demandé aux parents de scolariser leurs enfants sans exception. Non seulement les jeunes filles, mais ici, dans la zone nord, il faut parler même de la scolarisation de tous nos enfants. Plus d'une vingtaine de personnes ont été honorées par l'amicale des institutrices de Korogo 1 qui regroupe 183 membres pour service rendu à la nation ivoirienne. Le député de Mans, sous-préfecture, a initié une tournée de sensibilisation à la paix et à la réconciliation dans les régions du Tonkui et du Guémon. Siki Blanc-Blaise était dans le département de Diokwe où il a invité les chefs des tribus, de cantons et de communautés à la tolérance et à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Au nombre de 93, les chefs de tribus et de cantons du département de Diokwe ont pris part à ce rendez-vous de la paix, de la cohésion et de la réconciliation organisé par le député de Mans sous-préfecture Sanguini. Siki Blanc-Blaise était accompagné pour la circonstance des élus et cadres de Mans, ainsi que des chefs des communautés malinki. S'adressant aux chefs de tribus et aux chefs de cantons, le député Siki Blanc-Blaise leur a demandé de continuer à œuvrer pour la paix et la tolérance. Siki Blanc-Blaise les a également exhortés à soutenir la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président qui commande la Côte d'Ivoire, celui qui développe les choses en Côte d'Ivoire, celui qui fait tous les travaux en Côte d'Ivoire, celui à qui la communauté internationale donne des choses en Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Ouattara. Pour le développement de Diokwe, pour la vie de Diokwe, je viens vous inviter à le soutenir. Les chefs de villages, des tribus et des cantons adhèrent pleinement au programme de développement du président de la République. Siki Blanc-Blaise entend poursuivre ses tournées dans les autres localités du Guémon et du Cavali. Pour couvrir tous ces investissements, le Conseil régional de San Pedro adopte de nouvelles taxes dans toutes les localités de la région. Ces taxes s'inscrivent comme des ressources additionnelles pour faire face aux besoins de la population à travers des projets dont les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électricité et de l'eau. L'information a été donnée au cours de la récente session ordinaire. Mamadou Kouassi. Reprofilage de routes, construction d'écoles, de logements d'enseignants et de centres de santé, adduction en eau potable et électrification rurale. Ce sont les projets prioritaires enregistrés au titre de l'année 2014 par le Conseil régional de San Pedro. Des projets dont le budget primitif s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Mais la subvention de l'État de Côte d'Ivoire s'avère insuffisante pour faire face à ces besoins des populations. Le Conseil régional adopte une nouvelle taxe dans les zones rurales afin de disposer de ressources additionnelles. L'argent dort dans la région. Effectivement, il y a des taxes additives qu'il faut effectivement collecter pour augmenter nos ressources propres.
notamment les taxes sur les marchés, les taxes aussi sur certaines opérations dans la région en dehors du domaine communal. Au cours de cette rencontre, le président du conseil régional a fait le point des actions engagées au titre de l'année 2013. Il a également invité l'assistance à se faire recenser massivement pour bénéficier du programme de développement. Séance tenante, des équipes ont été constituées pour des campagnes de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat dans toutes les localités de la région de San Pedro. De nombreuses difficultés minent le secteur de l'artisanat dans la région de Gbeke, difficultés qui empêchent l'épanouissement des artisans. Pour la relance de l'artisanat à Bouaké, un atelier de réflexion a été organisé pour justement réfléchir sur la question. Ouattara Amadou. Bouaké n'a pas de centre d'artisanat. Les taxes ne sont pas uniformes. Il y a un menuisier qui fabrique ses meubles. Quand il met devant sa porte, on dit non, il occupe le domaine public. Il doit non seulement payer son atelier, il doit payer le domaine public. Il n'a rien à voir avec la mairie. À ces difficultés, il faut ajouter surtout l'inorganisation des artisans. La conséquence majeure de cette inorganisation, un manque à gagner considérable. Face à cette situation, les groupes et associations d'artisans de Bouaké bénéficient d'un appui du programme Côte d'Ivoire Transition Initiative City de l'USAID OTI. Cet appui se traduit en termes de renforcement de capacités organisationnelles. La mise en œuvre de ce programme de renforcement de capacité a nécessité un atelier régional de réflexion pour relancer l'artisanat à Bouaké. Une cinquantaine d'artisans venus principalement du centre du pays prennent part à cette rencontre. Le pool de formateurs compte amener les participants à identifier par eux-mêmes les problèmes qui minent les activités artisanales d'une part et d'autre part développer des réponses adéquates et consensuelles. On va donc ensemble avec eux échanger et discuter des grands problèmes qui minent le secteur et puis ensuite passer à la recherche de solutions. La mairie de Bouaké, qui voit en l'artisanat un atout pour le développement, assure les artisans de son soutien. Nous travaillons de connivence pour que nous puissions améliorer les conditions de vie et de travail, en tout cas des artisans. En plus d'être un véritable générateur de capitaux, l'artisanat est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Selon la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, ce sont au moins 9000 emplois qui ont été créés ces 3 dernières années. Parlons maintenant de la hausse du CO2 dans l'atmosphère terrestre. Le phénomène inquiète et il inquiète parce qu'il ne se limite pas au réchauffement climatique. Il constitue aussi une menace directe pour la production agricole qui va subir une baisse significative de certains nutriments contenus dans les végétaux, s'alarment des chercheurs. Du brouillard, toujours plus de brouillard. Le résultat de la pollution atmosphérique. La planète étouffe et de plus en plus vite. Le gaz carbonique, l'un des gaz à effet de serre, contribue à ce réchauffement global. À San Diego, aux États-Unis, un homme scrute ces molécules, tout comme son père avant lui. Leurs données remontent aux années 50 et le bilan est alarmant. Il faut revenir 4 millions d'années en arrière, ou plusieurs millions d'années, pour retrouver de si hauts niveaux. C'était au début de l'évolution de l'Homo sapiens. L'être humain moderne n'a jamais connu de tels niveaux atmosphériques. Voici la courbe de Keeling, célèbre dans la communauté scientifique. Elle reprend la concentration dans l'atmosphère de gaz carbonique en ppm, des parties pour million. En avril, cette mesure a régulièrement dépassé les 400 ppm, un quart de plus qu'avant la révolution industrielle au début du XXe siècle. Des chiffres qui se traduisent tout autour de nous, à commencer dans les champs. Des scientifiques de Harvard ont publié mercredi une étude qui prédit un bouleversement dans le monde végétal. Ça ne devrait pas être une surprise. Oui, il pourrait y avoir des changements dans l'apport nutritionnel de certains aliments. Cela pourrait aussi affecter la croissance de nos forêts. Cela affecte déjà la vie dans l'océan en changeant l'acidité de l'eau, qui devient plus corrosive pour les organismes marins. C'est en cours et cela va s'accélérer dans l'avenir. L'augmentation du gaz carbonique risque donc de favoriser la malnutrition à l'échelle mondiale. Pour beaucoup, le changement climatique passera alors d'une notion un peu vague à une rude réalité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1. Je vous retrouve demain à 10h et à 13h.